Une fillette pointa du doigt l'épouse du millionnaire et cria devant tout le monde « Cette femme est méchante !» Personne ne voulut la croire, jusqu'à ce que la vérité cachée derrière ce sourire parfait fasse trembler les fondations du château tout entier. Le verre en cristal glissa de la main de la vieille dame et se brisa en 1000 morceaux contre le sol de marbre. Le son coupa l'air de la salle à manger comme un coup de fouet. Personne ne bougea, ni la fourchette suspendue à mi-chemin, ni la carafe d'eau inclinée au-dessus des verres, ni le souffle des personnes assises autour de cette très longue table sous la lumière tremblante d'un lustre en cristal. L'écho du verre brisé flottait encore dans le salon lorsque la plus petite des voix, la plus fragile, celle que personne ne s'attendait à entendre, s'éleva, ferme et claire, d'un coin du château Montaigne. « Cette femme est méchante », dit la fillette, et son petit bras tendu pointa sans trembler la maîtresse de maison. Martine se tenait debout près d'un chariot de ménage, à moitié cachée derrière les jambes de sa mère, et pourtant elle ne baissa pas le doigt. Ses yeux, énormes et humides, étaient fixés sur Renata Valois, avec cette certitude que les adultes n'ont plus, la certitude pure de celui qui n'a pas encore appris à taire la vérité par commodité. Au bout de la table, Diego Montaigne porta la main à sa bouche, pétrifié, comme si cette fillette avait dit tout haut ce que son propre cœur lui murmurait en secret depuis des mois. Le temps s'arrêta. Qu'est-ce que cette créature vient de dire? La voix de Renata sortit lentement, presque douce, mais sous cette douceur rampait quelque chose de glacé, quelque chose de tranchant. Antoinette Fournier réagit comme réagit une mère qui, en une seconde, voit s'écrouler tout ce qu'elle a bâti à force de travail. Elle lâcha le chiffon qu'elle tenait dans les mains, s'accroupit devant sa fille et lui couvrit la petite bouche de doigts tremblants. « Pardon, madame. Pardon. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est une enfant. Ce n'est qu'une enfant, répétait-elle, et les mots lui sortaient précipitamment. Excusez-la. Je vous en supplie, ça n'arrivera plus. » Mais Martine, avec cette tendresse têtue et impossible des petits, écarta la petite main de sa mère et parla de nouveau, cette fois plus bas, presque comme une confession. « Mais maman, c'est que je l'ai vue. J'ai vu ce qu'elle fait à grand-mère quand personne ne regarde. » Camille, qui tenait la carafe près de la table, resta figée, la bouche entr'ouverte. Elle fut sur le point de tout laisser tomber. Ses yeux volèrent de la fillette à la patronne et de la patronne à monsieur, et quelque chose se serra dans sa poitrine, car elle aussi avait vu des choses dans cette maison, des choses qu'elle s'était obligée à oublier pour ne pas perdre son emploi. Quel scandale absurde! Renata posa la serviette sur la table avec un calme qui hérissait la peau. « Diego, vas-tu vraiment permettre que la fille de la femme de ménage me pointe du doigt dans ma propre maison, devant ta mère? En sommes-nous arrivés là ?» À l'autre bout de la table, Madame Émilie n'avait pas dit un mot. La mère de Diego était une femme aux mains fines et au regard doux, de celles qui parlent peu et remarquent tout. Elle avait les yeux baissés, fixés sur les morceaux de verre éparpillés sur le sol, et ses lèvres serrées tremblaient légèrement. Elle ne semblait pas effrayée par le verre brisé, elle semblait effrayée par autre chose, par quelque chose de bien plus grand. « Renata, calme-toi. » Diego trouva enfin sa voix, bien qu'elle fût rauque. « Ce n'est qu'une enfant. Les enfants inventent des choses. »« Invente ?» Renata se tourna vers Antoinette avec une lenteur menaçante. « Dis-moi, qu'est-ce que tu enseignes à ta fille dans ma maison? À insulter les gens qui la nourrissent. C'est ainsi que tu rembourses la charité de travailler ici. »« Je ne lui enseigne rien de mal, madame, » murmura Antoinette, les yeux fixés sur le sol, serrant sa fille contre ses jambes. « Je vous le jure sur ce que j'ai de plus sacré. Martine est une bonne enfant, obéissante. Elle ne m'avait jamais fait une telle honte. Eh bien, elle vient de le faire devant tout le monde. » Le salon entier semblait s'être rétréci. Camille recula d'un pas, faisant semblant de ranger la carafe sur le buffet sans perdre un détail. Un employé qui passait dans le couloir s'arrêta de l'autre côté de la porte, attiré par les voix. Même la flamme du lustre semblait brûler plus lentement, comme si le château retenait son souffle. Diego regarda la petite. Il la regarda vraiment, peut-être pour la première fois cette nuit. Il se pencha un peu sur sa chaise, appuya ses coudes sur ses genoux et adoucit son ton autant qu'il put. « Viens, petite, n'aie pas peur, personne ne va te gronder ici. » Renata laissa échapper un souffle, mais il l'ignora. « Dis-moi juste une chose. Pourquoi dis-tu que cette dame est ce que tu as dit ?» Martine regarda sa mère, cherchant la permission. Antoinette ferma les yeux, l'âme en suspens, et hocha à peine la tête, résignée à ce que la vérité d'une fillette finisse de les couler toutes les deux. « Parce que je l'ai vue, » dit Martine, et sa petite voix, bien que tremblante, ne se brisa pas. « L'autre jour, je me suis perdu en cherchant les toilettes, et je suis entré sans le vouloir dans la chambre de grand-mère, et cette dame était là. Elle lui a pris des mains un vieux portrait, un avec un monsieur qui sourit, et l'a caché en haut de l'armoire, là où grand-mère n'atteint pas. Et grand-mère pleurait et lui disait « Rends-le-moi s'il te plaît ». Et elle riait et lui a dit tout bas pour que personne n'entende. Elle lui a dit que si elle ouvrait la bouche, elle l'enverrait loin, dans un endroit affreux où personne ne lui rendrait jamais visite.
Le silence qui suivit fut de ceux qui pèsent sur la poitrine. Diego sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Il tourna la tête très lentement vers sa mère, et ce qu'il vit lui glaça le sang plus que n'importe quel cri. Les yeux de Madame Émilie s'étaient remplis de larmes, et l'une d'elles roulait déjà lentement sur la joue ridée de la vieille dame. « Maman » murmura-t-il. « Maman, regarde-moi. C'est la vérité ?» La vieille dame ne répondit pas tout de suite. Elle bougea les lèvres, mais aucun son n'en sortit. Elle chercha les yeux de sa belle-fille avec peur, cette peur ancienne de celui qui a appris à se taire pour survivre. Puis elle les écarta rapidement, comme si la regarder était même dangereux. « C'est une fantaisie d'enfant », coupa Renata. Et pour la première fois de la nuit, sa voix vacilla une demi-seconde, à peine une demi-seconde, mais Camille le remarqua. Et Diego aussi. « Vas-tu croire une gamine mal élevée plutôt que ta femme ? Les enfants inventent des monstres là où il n'y en a pas. »« Je ne crois rien encore, » répondit-il, mais il ne la regardait plus. Il regardait sa mère. « Maman, je te le demande une seule fois et je veux que tu me dises la vérité. Même si tu as peur, je suis là. Personne ne va t'envoyer nulle part. » Madame Émilie leva enfin la tête, regarda son fils, regarda la fillette qui tremblait dans les bras de sa mère, cet enfant inconnu qui avait eu le courage qu'elle n'avait pas eu depuis si longtemps, et d'une voix brisée, à peine un filet, la vieille dame prononça les mots qui coupèrent la salle à manger en deux. « J'ai peur d'elle, mon fils. Depuis longtemps, j'ai peur d'elle. » Ce fut comme si un éclair avait fendu la table en deux. Renata se leva brusquement et sa chaise grinça contre le marbre. « Ça suffit, c'est de la folie. » Sa contenance, si parfaite pendant des années, commença à se fissurer devant tout le monde. « C'est une conspiration. La femme de ménage a monté la tête à ta mère qui est déjà âgée et confuse, et maintenant elle utilise sa propre fille pour m'attaquer. Tout ceci est un plan pour nous voler. »« Nous voler ?» demanda Diego froidement. « Oui. » Renata porta la main à son cou d'un geste théâtral et étouffa un cri. « Mon alliance, l'alliance de brillant que tu m'as offerte, celle que je gardais dans ma chambre, elle a disparu depuis que cette femme a commencé à nettoyer ici. Je ne voulais rien dire pour ne pas accuser sans preuve, mais maintenant je comprends tout. Elles sont venues dans cette maison pour prendre ce qu'elles pouvaient, et c'est pourquoi la fillette me pointe du doigt pour détourner l'attention. » Antoinette sentit le sang lui quitter le corps. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. En un instant, tout s'était inversé. L'accusatrice était devenue la victime, et la victime la voleuse. « Je n'ai jamais touché à rien qui ne m'appartenait pas, madame. » Réussit-elle enfin à dire d'une voix brisée. « Je vous le jure par ma fille. Je vous le jure sur la mémoire de mon défunt époux. »« C'est ce que disent toutes, » répliqua Renata, et une ombre de triomphe traversa son visage. « Diego, je veux cette femme et sa fille hors de ma maison cette nuit même, et je veux qu'on appelle qui il faut pour qu'on examine leurs affaires. C'est le minimum. » Camille ouvrit la bouche pour parler. Elle fit un pas en avant. Elle savait quelque chose, elle le savait. Mais le regard que lui lança Renata la cloua au sol, et les mots moururent dans sa gorge. Tous attendaient l'ordre de Diego. L'employé dans le couloir, Camille, Antoinette tremblante, la fillette cachée, la vieille dame pleurant en silence. Diego se leva lentement du bout de table, parcourut la table du regard. Sa mère effondrée, la fillette terrorisée, sa femme droite et parfaite avec ce sourire qui, tout à coup, lui parut inconnu, et il sentit pour la première fois en 2 ans qu'il ne reconnaissait pas la femme qui dormait à ses côtés. « Personne, dit-il, et sa voix résonna dans le salon. Ne quitte cette maison ce soir. » Renata pâlit. « Diego, personne ne part, » répéta-t-il plus fermement, tant que je n'aurai pas découvert de mes propres yeux qui des deux dit la vérité. Et au milieu de ce silence tendu, tandis que Renata serrait les poings jusqu'à se piquer les ongles, des bras de sa mère, le visage enfoui, mais la voix très claire, la petite Martine murmura une phrase que Diego garderait gravée dans l'âme pour le reste de ses jours. « Je ne sais pas mentir, monsieur. Je sais seulement ce que j'ai vu. Cette nuit-là, le château Montaigne ne dormit pas. Après que les assiettes furent froides et la table à moitié débarrassée, après que Renata se fut enfermée dans la chambre principale, alléguant une migraine, et qu'Antoinette et sa fille eurent été conduites dans une petite pièce de l'aile de service, jusqu'à ce que tout s'éclaircisse. Diego resta seul dans la salle à manger, regardant les morceaux de verre que personne n'avait encore ramassés. Il ne pouvait pas se sortir de la tête le visage de sa mère, ni la larme qui avait roulé sur sa joue, ni ces 4 mots qui lui avaient fendu la poitrine. « J'ai peur d'elle, mon fils. » Il monta les escaliers lentement, comme si chaque marche pesait double, et au lieu de tourner vers sa propre chambre, il marcha jusqu'au fond du couloir, vers la porte qu'il n'avait pas franchie depuis des semaines, peut-être des mois, la porte de la chambre de sa mère. Il frappa doucement des phalanges. « Maman, c'est moi. Je peux entrer ?» De l'autre côté, on entendit un mouvement timide, le craquement du lit, puis une voix fragile. « C'est ouvert, mon enfant. » Diego entra. La pièce était dans la pénombre.
à peine éclairée par une veilleuse. Madame Émilie était assise au bord du lit, les mains jointes sur son giron, si petite tout à coup, si recroquevillée, que l'âme de Diego se serra aussi. Cette femme avait été la force de toute la famille, celle qui avait fait prospérer l'entreprise à la mort de son époux, celle qui lui avait appris à ne jamais abandonner. Et maintenant, elle ressemblait à un petit oiseau effrayé dans sa propre maison. Il s'assit à ses côtés sans rien dire, lui prit les mains, elles étaient glacées. « Maman » murmura-t-il, « j'ai besoin que tu me pardonnes. » Elle leva la tête, surprise. « Te pardonner toi de quoi, mon fils ? De ne pas avoir vu, d'avoir été si occupé, si aveugle, que j'ai cessé de te regarder. » Sa voix se brisa, la fillette a dit quelque chose à propos d'un portrait d'un monsieur qui sourit. « C'est celui de papa ?» Les yeux de Madame Émilie s'emplirent d'eau instantanément. Elle hocha la tête, incapable de parler, et d'un doigt tremblant, elle désigna la grande armoire, ce vieux meuble en bois sombre, qui appartenait à la famille depuis des générations. « En haut » murmura-t-elle. « Elle l'a mis en haut, là où je n'atteins pas. Toutes les nuits, je regarde en haut et je sais qu'il est là, mais je ne peux pas l'atteindre. Et elle le sait, c'est pourquoi elle l'a mis là. » Diego se leva brusquement, traîna une chaise, monta, tendit le bras au-dessus de l'armoire, palpant dans la poussière. Ses doigts touchèrent le bord d'un cadre. Il le descendit avec précaution. C'était le portrait de Monsieur Émilien Montaigne, son père, l'homme qui lui avait appris que le nom de famille ne valait rien s'il n'était pas accompagné de décence. Il souriait sur la photographie avec ce sourire large et honnête que Diego n'avait pas bien souvenance depuis des années. « Et pourquoi te l'a-t-elle enlevé, maman ?» demanda-t-il, et la rage commençait à lui monter à la gorge. « Pourquoi ferait-elle quelque chose d'aussi cruel ?» Elle disait que je pleurais beaucoup en le regardant, que ce n'était pas sain, que je devenais bizarre dans ma tête. Madame Émilie serra les lèvres. Petit à petit, mon fils, tout s'est fait petit à petit. D'abord, ce furent mes amis. Elle a commencé à leur dire à la porte que je me reposais, que je ne pouvais pas recevoir de visite. Elles ont cessé de venir. Ensuite, ce fut le téléphone. Elle disait que cela me confondait, que cela me fatiguait. Ensuite, ce fut mon argent pour mes petites affaires. À quoi une vieille dame en avait-elle besoin ? Et quand je n'avais plus personne à qui parler, ni où aller, ni avec quoi, alors a commencé l'affaire du portrait. Chaque phrase était un clou dans le cœur de Diego. « Et pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» demanda-t-il, les yeux brûlants. « Pourquoi, maman ? Parce qu'elle me jurait que si j'ouvrais la bouche, tu ne me croirais pas, que tu penserais que j'étais folle, que j'étais sénile, et qu'alors oui, elle m'enverrait dans un de ces endroits où l'on met les vieux qui dérangent. » La vieille dame baissa les yeux, honteuse. « Et j'ai eu peur, mon fils. J'ai eu tellement peur de te perdre toi aussi. » Diego la serra dans ses bras. Il la serra fort, comme il ne l'avait pas fait depuis son enfance, et sentit le petit corps de sa mère trembler contre le sien, tandis qu'elle laissait échapper un sanglot silencieux, contenu depuis trop longtemps. « Jamais, » lui dit-il à l'oreille, « jamais je ne laisserai personne t'emmener nulle part. C'est ta maison. Tu vivras ici jusqu'au dernier de tes jours, entouré de ta famille. Je te le jure par papa. » Ce fut dans cette étreinte, la joue appuyée sur les cheveux blancs de sa mère, que les yeux de Diego tombèrent sur quelque chose en haut de l'armoire, dans le même renfoncement d'où il avait sorti le portrait. Le bord d'une chemise dépassait. Il se sépara lentement, remonta sur la chaise, la descendit. C'était une chemise cartonnée sans rien d'écrit à l'extérieur. Il l'ouvrit, le cœur lui battant contre les côtes, et ce qu'il trouva lui glaça le sang. Des documents, des formulaires, des papiers à en-tête de la résidence Les Lilas, un lieu de repos pour personnes âgées à la périphérie de la ville, et parmi eux une demande d'internement au nom d'Émilie Montaigne. Et un autre document encore pire, une procuration légale, transférant l'administration de tous les biens de la famille entre les mains de Renata en raison de l'état de santé mentale, détérioré de madame. Tout était prêt. Il ne manquait qu'une signature, la sienne. Mais ce n'est pas ce qui lui coupa le souffle. Ce fut la date. Ces papiers avaient été préparés bien avant, des semaines avant, bien avant qu'Antoinette ne mette un pied dans cette maison, bien avant que Martine ne voie quoi que ce soit, bien avant ce dîner. « Ce n'était pas la fillette », murmura Diego pour lui-même, les mains tremblantes. « Ce n'était pas Antoinette. C'était déjà prévu. Elle a dit que la femme de ménage avait monté la tête à maman, mais maman a raison, tout a commencé bien avant. » Le mensonge de Renata venait de s'effondrer devant ses yeux, écrit de sa propre main. Il descendit de la chaise, les jambes flageolantes, rangea les papiers sous son bras, regarda sa mère qui l'observait sans tout à fait comprendre, et lui caressa le visage. « Repose-toi, maman, c'est fini, je te le promets. » Il posa le portrait de son père sur la table de nuit, bien en vue. « Et cela ne bougera plus jamais d'ici. » Il sortit dans le couloir, la poitrine en feu. Il avait besoin de réfléchir. Il avait besoin de preuves, toutes celles qu'il pourrait réunir avant de l'affronter. Il descendit vers son bureau, la chemise serrée contre son corps. En passant devant la cuisine,
une voix l'arrêta net. Monsieur Montaigne, c'était Camille. Elle se tenait debout près du plan de travail, un torchon entre les mains qu'elle tordait sans s'en rendre compte. Elle regarda des deux côtés du couloir avant de parler, comme quelqu'un qui craint que les murs n'écoutent. « Monsieur, il y a quelque chose que vous devriez savoir. » Sa voix était à peine un murmure. « J'ai travaillé dans cette maison avant l'arrivée de Madame Renata, et depuis son arrivée, des choses se sont passées, des choses qu'aucun de nous n'ose raconter. Parce que celui qui parle se retrouve à la rue la semaine suivante, sans lettre de recommandation. J'ai 3 frères et sœurs qui dépendent de moi, monsieur. Je ne peux pas me permettre de perdre ce travail. Mais ce qui est arrivé à votre petite maman, ça, je ne le supporte plus sur ma conscience. » Diego s'approcha, pressant. « Parle. Camille, il ne t'arrivera rien ici. Tu as ma parole. » Camille ouvrit la bouche, prit de l'air, fut sur le point, et alors, au fond du couloir, une lumière s'alluma. Camille, la voix de Renata, douce et tranchante, coupa l'air comme un couteau. « Qu'est-ce que tu fais, réveillée à cette heure-ci, à déranger monsieur ?» Camille se raidit. Le torchon lui tomba des mains. Elle baissa instantanément le regard, et son visage perdit toute couleur. « Rien, madame. J'allais me coucher. »« Eh bien, vas-y maintenant. » Camille s'éclipsa vers l'aile de service sans regarder en arrière, mais en passant près de Diego, en une fraction de seconde, sans presque bouger les lèvres, elle laissa tomber 4 mots qu'il n'oublierait pas. Sa mère n'était pas la première. Diego resta glacé. Renata s'avança dans le couloir avec un sourire serein, ajustant sa robe de chambre, comme si rien de ce qui s'était passé au dîner n'avait eu lieu. « Mon amour, tu devrais dormir. Ce fut une nuit horrible. Ces gens ont mis la maison sens dessus-dessous. Demain, nous appellerons qui il faut. Nous récupérerons mon alliance et nous retrouverons la normalité. » Elle lui caressa la poitrine, et ses doigts frôlèrent le bord de la chemise qu'il tenait. « Et ça, qu'est-ce que tu portes là ?» Diego la regarda dans les yeux, ses yeux qu'il avait cru connaître pendant 2 ans, et pour la première fois, au lieu de chaleur, il sentit un frisson lui parcourir le dos. Des papiers de travail. Il mentit avec un calme dont il ne savait d'où il venait. « Rien d'important. Viens au lit alors. Je monte tout de suite. J'ai juste besoin de revoir quelques affaires dans le bureau. » Renata l'observa une seconde de plus. Ce sourire parfait ne bougea pas, mais quelque chose derrière ses yeux bougea. Quelque chose de froid, quelque chose qui calculait. « Ne travaille pas trop tard, mon amour, » dit-elle finalement, et elle tourna les talons. Diego attendit d'entendre la porte de la chambre se fermer en haut. Alors il entra dans le bureau, ferma à clé, alluma la lampe et étendit les papiers sur le bureau, les mains encore tremblantes. Il regarda la date à nouveau, regarda la signature manquante, regarda le nom de sa mère écrit comme s'il s'agissait d'une simple formalité, d'un obstacle dont il fallait se débarrasser. Et les mots de Camille lui résonnèrent dans la tête encore et encore, comme un tambour dans l'obscurité. Sa mère n'était pas la première. « La première de quoi ?» murmura-t-il au vide du bureau. « Qui es-tu vraiment, Renata ?» Dehors, la pluie commença à tomber sur les jardins du château et Diego, le portrait de son père encore frais dans la mémoire et une chemise pleine de mensonges sur le bureau, comprit que cette nuit-là, il n'avait rien découvert de la fin. Il avait à peine trouvé le bout du fil. L'aube entra par les grandes fenêtres du château comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur de cette maison, tout avait changé pour toujours. Diego descendit déjeuner, la chemise bien cachée au fond de sa mallette et un faux sourire peint sur le visage. Il avait appris en une seule nuit quelque chose que sa femme maîtrisait depuis des années, feindre. Renata était déjà assise à table, belle et sereine, remuant son café avec le calme de celle qui dort tranquille. « Tu as des cernes ce matin, mon amour », dit-elle en lui tendant la main. « Ces gens nous ont gâché la nuit, mais aujourd'hui nous allons tout arranger. J'ai appelé tôt un ami pour qu'il vienne nous aider avec l'affaire de l'Alliance. »« Un ami ?» demanda Diego, se servant du café pour dissimuler le tremblement de ses mains. « Rodolphe. Rodolphe Salignac, un vieil ami de la famille, un homme très sérieux, très discret. Il sait gérer ces situations inconfortables, sans scandale. Il vient plus tard. » Renata sourit. « Ne t'inquiète de rien, je m'en occupe. Je m'en occupe. » Ces 3 mots qui pendant 2 ans lui avaient semblé un soulagement, lui glaçaient maintenant le sang. « Parfait, » répondit-il, et il lui rendit son sourire. « Je te fais confiance. » Jamais de sa vie il n'avait aussi bien menti. Après le petit déjeuner, Diego sortit dans le jardin sous prétexte de prendre l'air. Il avait besoin de réfléchir sans que cette femme ne lui respire sur le dos. Il marcha parmi les rosiers humides de rosée vers l'arrière, où le bruit du château n'arrivait pas. Et là, assise seule sur le bord d'une fontaine en pierre, il trouva la personne qui l'attendait le moins, Martine. La petite avait les genoux serrés contre sa poitrine et le menton appuyé dessus. Elle regardait l'eau sans la voir, et dès qu'elle sentit les pas de Diego, elle sursauta et se leva d'un bond, comme un petit animal effrayé, prête à s'enfuir.
Pardon, monsieur, je m'en vais. Je n'ai rien touché, je vous le jure. Lâcha-t-elle d'une traite, les yeux grands ouverts. Diego sentit quelque chose se briser en lui. Cette fillette qui, la nuit précédente, avait eu plus de courage que tous les adultes de cette maison réunis, tremblait maintenant en demandant pardon d'exister. Non, non, tranquille. Il s'agenouilla lentement pour être à sa hauteur et adoucit sa voix. Personne ne va te faire de mal. Viens, assieds-toi. Moi aussi, je suis venu me cacher un petit moment. Martine le regarda avec méfiance. Mais quelque chose dans les yeux fatigués de cet homme dut lui paraître sincère, car elle se rassit sur le bord de la fontaine, mais bien au bord, prête à courir. « Pourquoi es-tu si seule ici ?» demanda-t-il. « Ma maman nettoie les escaliers. Elle m'a dit de rester tranquille et de ne déranger personne. » La fillette baissa la voix. « Que si nous dérangeons, ils vont nous mettre à la rue et nous n'avons nulle part où aller, monsieur. » Diego déglutit. « Et tu as peur qu'il vous renvoie ?» Martine hocha la tête et ses yeux se remplirent de larmes qu'elle lutta pour contenir avec une bravoure qui fendait l'âme. « Je ne voulais pas dire ça hier soir, murmura-t-elle, mais c'est que grand-mère pleurait beaucoup. Et moi, ça me rend triste quand les grands-parents pleurent. Ma grand-mère aussi pleurait avant d'aller au ciel et personne ne l'aidait. Elle s'essuya le nez avec le dos de la main. Ma maman dit que je parle trop, que, à force de parler, je nous ai mis dans le pétrin. Mais c'était la vérité, monsieur. Je n'ai pas menti. » Diego sentit un nœud lui serrer la gorge. « Écoute-moi bien, Martine. Regarde-moi. » Elle leva les yeux. « Tu n'as rien fait de mal, au contraire. Tu as été la seule personne courageuse de tout ce château, la seule à dire la vérité quand tous les grands avaient peur. Sais-tu à quel point c'est difficile ?» La fillette secoua la tête sans tout à fait comprendre. « Très difficile, » dit-il. « Les adultes apprennent à se taire pour ne pas avoir d'ennui et, à force de se taire, nous laissons des choses horribles se produire. Toi non, tu as dit ce que tu as vu et c'est pour ça, tu sais quoi, grâce à toi j'ai pu aider ma maman. Hier soir, je lui ai rendu quelque chose qui la rendait très heureuse. Donc ce n'est pas toi qui as mis quelqu'un dans le pétrin, c'est toi qui as commencé à arranger les choses. » Martine le regarda longuement et alors, très lentement, un sourire timide apparut sur son petit visage. « Grand-mère ne va plus pleurer ? Non, si cela dépend de moi, plus jamais. » Diego lui tendit le petit doigt. « Sais-tu ce qu'est une promesse de petit doigt ?» Il racla sa gorge. « C'est la promesse la plus forte qui existe, et une promesse de petit doigt ne se brise jamais. » La fillette accrocha son petit doigt au sien et laissa échapper un petit rire. Et à cet instant, au milieu de ce jardin, Diego comprit quelque chose qu'aucun commerce ni aucun million ne lui avait appris, que le vrai courage ne vivait pas dans les bureaux ni dans les tribunaux, il vivait dans le cœur d'une fillette qui ne savait pas mentir. « Maintenant, va avec ta maman, » lui dit-il en lui ébouriffant les cheveux. « Et n'aie pas peur, je m'occupe de tout. » Martine se leva, fit 2 pas et se retourna brusquement. « Monsieur, cette dame faisait aussi quelque chose aux lettres de grand-mère. » Diego resta immobile. « Quelle lettre, ma petite ?»« Celle qui arrivait à grand-mère. Je l'ai vue les ranger dans une boîte en métal dans la petite pièce en bas, celle qui est toujours fermée à clé. Grand-mère m'a demandé une fois si une lettre d'une amie n'était pas arrivée, et je lui ai dit que oui, que je les avais vues, mais la dame a dit que rien n'était arrivé. Et moi j'ai pensé, pourquoi ment-elle si je les ai vues ?» Et sans attendre de réponse, la fillette s'enfuit en courant vers le château, laissant Diego avec le cœur qui lui battait dans la poitrine. Une pièce fermée à clé, une boîte en métal, des lettres cachées. Diego n'attendit pas la nuit. Dès que Renata sortit pour accueillir son vieil ami Rodolphe à l'entrée, il descendit au sous-sol de service, dans cette petite pièce qu'il avait toujours ignorée. La porte était fermée, mais il était le propriétaire de la maison. Il avait la clé passe-partout sur son trousseau depuis le jour où il l'avait construite. À l'intérieur, parmi de vieux objets et des meubles recouverts de draps, il trouva la boîte en métal. Elle était fermée, mais un coup ferme contre le sol fit sauter le loquet. Ce qu'il y avait à l'intérieur lui coupa le souffle. Des dizaines de lettres non ouvertes adressées à Madame Émilie, d'amis qui s'étaient crus oubliés depuis des années, des photographies de famille que la vieille dame pensait perdues, et, en dessous de tout, quelque chose qui n'avait rien à voir avec sa mère, une enveloppe jaunie, usée, avec le nom d'une autre femme, Madame Amélie Dubois. Diego n'avait jamais entendu ce nom. Il ouvrit l'enveloppe de doigts tremblants. À l'intérieur, il y avait des coupures d'un vieux journal et la photographie d'une dame âgée, élégante, au sourire aimable, assise dans un jardin, et à côté d'elle, plus jeune, souriant avec ce même sourire parfait habituel, se trouvait Renata. Il lut les coupures et le monde s'écroula autour de lui. Madame Amélie Dubois avait été une veuve fortunée, sans enfant, propriétaire d'une belle propriété. Dans ces derniers temps, elle avait engagé une charmante dame de compagnie pour s'occuper d'elle. Cette femme l'avait progressivement éloignée de ses amitiés. Elle avait pris le contrôle de ses comptes et, au moment où la vieille dame mourut, seule et oubliée de tous, elle avait déjà signé la cession de presque tous ses biens.
La famille éloignée tenta de réclamer. Il ne put rien prouver. La dame de compagnie disparut sous un autre nom. Et cette dame de compagnie souriante sur la photo, c'était Renata. Camille avait raison. Sa mère n'avait pas été la première. Madame Émilie n'était que la deuxième victime d'un scénario que Renata avait déjà répété, perfectionné et exécuté auparavant. Un scénario qui commençait par un sourire et se terminait par une vieille dame seule signant sa ruine. Diego s'effondra sur une caisse, les papiers tremblants entre ses mains. La femme qu'il avait épousée n'existait pas. Renata Valois était un personnage, un déguisement, un masque construit pour chasser les familles riches et les démanteler de l'intérieur. Et lui, le grand entrepreneur, l'homme qui vérifiait chaque clause de chaque contrat, avait ouvert grand les portes de sa maison à une inconnue. Il rangea tout sous sa chemise, ferma la pièce et remonta. Mais en arrivant dans le couloir du rez-de-chaussée, il s'arrêta net, des voix au fond, dans le petit bureau, la porte entr'ouverte. Il s'approcha collé au mur, retenant sa respiration. Il reconnut la voix de Renata et celle d'un homme grave, calme. « Rodolphe, je t'ai dit d'y aller plus doucement, » disait-il. « 2 maisons de suite, c'est dangereux, quelqu'un pourrait faire le lien. »« Il n'y a rien à relier, » répondit Renata, avec une froideur que Diego ne lui avait jamais entendue. « Ici le poisson est beaucoup plus gros, Rodolphe. L'entreprise, le château, les comptes, cela vaut 10 fois la vieille Amélie. J'ai juste besoin de la signature de la procuration, et c'est fini. Et le mari mange dans ma main. Il est tellement occupé par ses affaires qu'il ne voit rien. Une pause, un soupir. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est cette sale gamine fouineuse et sa mère. » Diego sentit son sang se glacer. « La fillette a trop vu, » continua Renata. « Et la mère est de celle qui parle. Mais j'ai déjà résolu le problème. D'ici la fin de semaine, ces 2-là seront à la rue, marquées comme des voleuses, avec l'affaire de l'alliance bien ficelée. Personne ne croira jamais un mot à une employée accusée de vol ni à sa fille. Je les écarte, je signe la procuration, et cette maison est à moi. Et la vieille va au Lilas, où elle aurait dû être depuis longtemps. » Il y eut un silence, puis le rire doux de Renata, ce rire magnifique que Diego avait aimé, résonna maintenant comme le tranchant d'un couteau dans l'obscurité. De l'autre côté de la porte, avec les preuves d'une vie entière de mensonges cachés contre sa poitrine et le cœur battant dans sa gorge, Diego serra les poings. Il n'enquêtait plus sur une épouse infidèle, ni sur une femme cruelle. Il se tenait debout dans sa propre maison, écoutant 2 inconnus se partager sa fortune, condamner sa mère et planifier de détruire une fillette innocente et sa mère avant la fin de la semaine. Et lui seul, dans le monde entier, connaissait la vérité. Diego ne dormit pas cette nuit-là non plus. Il ne pouvait pas. Il rangea les coupures de Madame Amélie Dubois et les lettres volées de sa mère dans le coffre-fort de son bureau, derrière le tableau où personne ne regarderait. Et pour la première fois en 2 ans, il ferma cette pièce à clé de l'intérieur. Il savait qu'il était seul. Il savait que sa femme dormait à quelques mètres avec la conscience tranquille de celle qu'il avait déjà fait auparavant. Et il savait surtout qu'un seul faux pas pouvait lui coûter tout. À sa mère la liberté, à Antoinette et à la fillette, la dignité, et à lui la seule opportunité de l'arrêter. Il ne pouvait pas l'affronter encore. Renata était trop habile. S'il éclatait sans preuves irréfutables, elle retournerait l'histoire comme elle l'avait fait au dîner, se ferait passer pour la victime, et il passerait pour le mari jaloux qui croyait la domesticité plutôt que sa femme. Il devait être aussi patient qu'elle, aussi froid, aussi calculateur. Au lever du jour, il prit 2 décisions. La première, ne jamais signer cette procuration, peu importe la pression qu'elle exercerait. Tant que sa signature ne serait pas sur ce papier, la fortune de la famille resterait intouchable et sa mère légalement protégée. La seconde, appelée maître Théodore Rivière, l'avocat qui avait servi la famille Montaigne depuis l'époque de son père, un homme de la vieille garde, honnête jusqu'à l'os, qui ne devait rien à Renata. Il lui demanda une réunion discrète en dehors du château et de commencer à enquêter sur tout ce qu'il pouvait sur une certaine Amélie Dubois et sur la véritable identité de la femme qu'il avait épousée. « Êtes-vous sûr de ce que vous me demandez, monsieur Diego ?» demanda l'avocat de l'autre côté de la ligne d'une voix grave. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, maître. Et s'il vous plaît, que cela reste entre nous. Dans cette maison, les murs ont des oreilles. » Il raccrocha juste à temps, car à ce moment-là, la voix de Renata résonna dans tout le château, douce et tranchante comme toujours. « Que tout le personnel descende au salon, tous tout de suite. » Diego descendit les escaliers, l'estomac noué. Il savait ce qui allait arriver. Il l'avait entendu la nuit précédente. Derrière cette porte entr'ouverte, le piège se refermait. Dans le salon principal, les employés se regroupaient déjà, inquiets, sans comprendre. Camille était parmi eux, pâle, le jardinier, la cuisinière et au centre, debout, le menton haut, et cette sérénité qui, maintenant,
paraissait monstrueuse à Diego. Il y avait Renata à ses côtés, avec une mallette et une expression sérieuse, un homme au regard dur que Diego reconnut instantanément, bien qu'il n'ait jamais été formellement présenté. Rodolphe Salignac. Et devant tout le monde, tremblante avec sa fille accrochée à sa jambe, se trouvait Antoinette. Hier, un bijou très précieux a disparu de ma chambre, annonça Renata, promenant son regard sur les visages. Mon alliance, un cadeau de mon mari. J'ai donné à la responsable toute la nuit et toute la matinée pour la rendre en silence, sans conséquence. Elle ne l'a pas fait, alors je n'ai plus d'autre choix que de faire les choses correctement. Nous allons vérifier les affaires de chacun, en commençant par celle de la personne qui est arrivée dans cette maison juste quand les problèmes ont commencé. Tous les yeux tombèrent sur Antoinette. « Madame, je vous jure par ma fille que je n'ai pas touché à votre alliance, » dit Antoinette d'une voix brisée. « J'entre pour nettoyer et je… » Elle racla sa gorge. « Je sors, je ne m'approche jamais de vos affaires, jamais. C'est ce que nous allons voir, » répondit Renata. « Rodolphe, s'il vous plaît, apportez le sac de madame. » L'homme sortit et revint avec le sac usé d'Antoinette, ce sac humble où une mère pauvre range toute sa vie. Il le posa sur la table. Renata y mit la main sans demander la permission, fouilla et tout à coup son visage s'illumina d'un triomphe glacé. « Tiens, tiens, regardez ce que nous avons là. » Elle sortit sa main et entre ses doigts, brillant sous la lumière du lustre, pendait une alliance de pierres scintillantes. Un murmure parcourut le salon. Quelqu'un retint son souffle, la cuisinière porta la main à sa bouche. Camille ferma les yeux avec force, comme si cela lui faisait mal de regarder. « Je n'ai pas mis ça là !» cria Antoinette en reculant, les yeux exorbités. « Je vous le jure devant Dieu, je n'ai jamais vu cette alliance de ma vie. Quelqu'un l'a mise dans mon sac, je ne volerai jamais rien. Toutes disent la même chose quand on les découvre, » répondit Renata avec un calme dévastateur. « Quelle honte! Venir voler dans la maison qui lui a ouvert ses portes, et en plus utiliser sa propre fille pour faire un scandale et détourner les soupçons. Rodolphe appelle qui il faut, qu'on l'emmène, et la fillette, qu'on la confie aux services sociaux, parce qu'une voleuse n'est pas en état d'élever qui que ce soit. » En entendant cela, Martine éclata en sanglots déchirants. « Ne me prenez pas, ma maman n'a rien fait de mal. Je vous ai vu être méchante avec grand-mère. C'est vous la méchante. Tais-toi, sale gamine. » Pendant un instant, à peine un instant, le masque de Renata se fissura et quelque chose de féroce apparut en dessous. Tout le virent, tous, et ce fut l'instant où Diego fit un pas en avant. « Personne, dit-il, et sa voix résonna dans le salon comme un coup de tonnerre. N'appelle personne. » Le silence fut absolu. Renata se tourna vers lui, désorientée. « Diego, s'il te plaît, ne te mêle pas de ça. C'est une affaire domestique. J'ai dit que personne n'appelle personne. » Il marcha lentement jusqu'au centre du salon, prit l'alliance de la main de Renata et l'examina à la lumière. « Cette affaire est trop sérieuse pour la régler ainsi, entre cris, en humiliant une femme devant la moitié du monde. S'il y a une accusation de vol, elle doit être faite correctement, calmement, avec des preuves. Et je vais personnellement m'assurer de découvrir comment cette alliance est arrivée dans ce sac. »« Nous savons déjà comment elle est arrivée, » répliqua Renata, tendue. « Oui, » Diego la regarda dans les yeux. « Je ne suis pas si sûr. Et dans cette maison, si je me souviens bien, c'est moi qui décide. » Rodolphe fit un pas, mais un regard de Renata l'arrêta. La femme respira profondément, et en une seconde, elle recomposa son sourire parfait. « Très bien, mon amour. Comme tu veux, occupe-t'en toi. » Mais ses yeux fixés sur lui ne souriaient plus. Pour la première fois, il soupçonnait que tous devaient reprendre leurs tâches. Ce n'est pas fini. Le personnel se dispersa en silence. Rodolphe sortit dans le jardin avec son téléphone à la main et Diego, l'alliance au poing, emmena Antoinette et Martine à la bibliothèque, loin des oreilles indiscrètes. Il ferma la porte. Antoinette s'effondra sur une chaise, étreignant sa fille, défaite en larmes. « Monsieur, ce n'était pas moi, répétait-elle. Je préférerais mourir de faim dans la rue que de voler. Vous ne me connaissez pas, mais mon défunt époux disait toujours que la seule chose qu'il laissait à sa fille était son bon nom. Et maintenant, ils veulent me l'enlever. Antoinette, écoute-moi. » Diego s'agenouilla devant elle. « Je sais que ce n'était pas toi. Je le sais. » Elle leva la tête, incrédule. « Comment le savez-vous ? » « Parce que la nuit dernière, j'ai entendu cette femme planifier tout ça de mes propres oreilles. L'alliance, l'accusation, tout. C'était un piège pour te faire quitter cette maison avant que tu ne puisses raconter ce que ta fille a vu. » Diego prit une inspiration. « J'ai besoin que tu me fasses confiance, et j'ai besoin de te demander quelque chose. Ton époux, que faisiez-vous avant? Où viviez-vous ?» Antoinette essuya ses larmes, confuse par la question. « Nous vivions loin d'ici, dans un autre village. Je travaillais dans une grande maison, m'occupant d'une dame âgée très gentille, qui me traitait comme une fille, Madame Amélie.
Elle allait nous aider. Mon époux était malade, et elle a promis de payer son traitement. C'était la seule chance que nous avions. Diego sentit le monde s'arrêter. Madame Amélie Dubois. Antoinette ouvrit les yeux, atterrée. Comment connaissez-vous ce nom? Continue. Antoinette, s'il te plaît. Qu'est-il arrivé à Madame Amélie? Une femme est arrivée, dit Antoinette, et sa voix commença à trembler d'une nouvelle manière, d'une vieille douleur qui remontait à la surface. Une dame de compagnie, charmante, de celle qui parle joliment. Petit à petit, elle nous a tous renvoyés. Elle nous a licenciés un par un. Elle m'a renvoyé en racontant des mensonges horribles à Madame Amélie. Que je la volais, la pauvre dame ne sortait plus, ne voyait plus personne. Et quand elle est morte seule, sans nous à ses côtés, il ne restait rien. Ni l'aide qu'elle avait promise à mon époux, ni rien. Sa voix se brisa complètement. Mon époux est parti peu après, sans traitement. Et je n'ai jamais, jamais de ma vie, pu voir le visage entier de cette femme qui nous a tout pris. Je me souviens seulement de son sourire, un sourire qui m'est resté gravé comme une épine. Diego, les mains tremblantes, sortit de la poche intérieure de son veston la photographie qu'il avait trouvée dans la boîte en métal, la photographie de Madame Amélie souriant dans son jardin et à ses côtés, jeune, radieuse, ce sourire incomparable, il la posa sur la table devant Antoinette. Est-ce cette femme? Antoinette regarda la photo et la couleur disparut de son visage. Ses lèvres commencèrent à trembler. Elle porta une main à sa poitrine et de sa gorge sortit un son étouffé entre l'effroi et les pleurs. « C'est elle, murmura-t-elle. Mon Dieu, c'est elle, c'est la même femme qui a détruit Madame Amélie, celle qui nous a tout pris, celle qui a laissé mourir mon époux. » Elle leva les yeux vers Diego et il y avait une horreur infinie. « Monsieur, cette femme qui dort dans votre lit est la même qui a ruiné ma famille il y a des années. Comment est-ce possible ?» Diego la regarda, le cœur brisé en 1000 morceaux, et comprit enfin l'ampleur de ce qu'il avait devant les yeux. Le destin, dans sa cruauté et sa justice, avait à nouveau croisé les chemins. La même femme qui avait détruit la famille d'Antoinette des années auparavant, sans nom et sans visage, était réapparue dans sa vie, et cette fois, sans le savoir, c'était la petite fille de cette même famille détruite qu'il avait pointée du doigt devant tout le monde. « Parce que le mal répète toujours son histoire, Antoinette, » dit Diego à voix basse, jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de l'arrêter. Et cette fois, nous allons l'arrêter. Antoinette le regarda entre ses larmes, et pour la première fois depuis longtemps, au milieu de toute cette obscurité, elle ressentit quelque chose qu'elle croyait perdu pour toujours, l'espoir. Mais dehors, le sourire de Renata était déjà devenu autre chose. Ce même après-midi, quand Diego monta voir sa mère pour la rassurer, pour lui dire que tout irait bien, il poussa la porte de la chambre et resta glacé sur le seuil. Le lit était fait, le portrait de son père n'était plus sur la table de chevet, et sa mère n'était nulle part. Il descendit les escaliers en courant, criant son nom, jusqu'à ce que Camille, tremblante près de l'entrée, lui donne la nouvelle qui lui glaça le sang. Monsieur et Madame Renata l'a emmenée. Elle a dit que c'était pour des examens médicaux. Elles sont parties il y a un moment avec Monsieur Rodolphe en voiture. Elles ne m'ont pas laissé vous prévenir. Madame Émilie avait disparu et Diego sut, avec un frisson qui lui parcourut tout le corps, que Renata venait de jouer sa dernière carte. Diego sortit du château comme un ouragan, avec les clés de la voiture dans une main et le téléphone dans l'autre. « Camille, depuis combien de temps sont-elles parties? As-tu entendu où elles allaient ?» cria-t-il en descendant les marches de l'entrée deux par deux. « Peu avant que vous ne montiez, monsieur, » répondit-elle en courant derrière lui. « J'ai seulement entendu monsieur Rodolphe dire « Les lilas ». Madame portait des papiers et a demandé à votre petite maman de se couvrir, qu'elles allaient dans un endroit tranquille pour se reposer. Mais Madame Émilie ne voulait pas, monsieur. Elle s'accrochait à la rampe, pleurait, et personne ne pouvait rien faire. Diego sentit son âme se briser en imaginant la scène. Sa mère, traînée hors de sa propre maison, pendant qu'il passait des appels dans son bureau, à quelques mètres de distance, sans rien savoir. « J'y vais pour elle », dit-il en serrant les dents. « Antoinette, tu restes avec. Je vais avec vous. » Antoinette apparut à la porte, déterminée, Martine par la main. « Madame Émilie a été bonne avec nous, et je connais ses pièges, monsieur. Je les ai vécus de mes propres yeux. Je ne laisserai pas qu'on lui fasse ce qu'ils ont fait à ma Madame Amélie. Non, pas encore. » Martine leva son petit visage, les yeux encore gonflés d'avoir tant pleuré. « Nous allons sauver grand-mère. » Diego s'agenouilla devant elle une seconde. « Nous allons la sauver, et tu seras courageuse comme toujours. Promis, » dit la fillette et elle lui accrocha le petit doigt. La voiture vola sur la route qui sortait de la ville. Le cœur de Diego battait au rythme des lignes de la route. Pendant qu'il conduisait, il composa le numéro de maître Théodore Rivière et mit le haut-parleur. « Maître, Renata là. Elle a emmené ma mère dans un endroit appelé Les Lilas. Je dois savoir ce que vous pouvez faire légalement, et je le dois maintenant. Écoutez-moi bien, monsieur Diego.
répondit la voix grave de l'avocat. Si on l'a emmené dans une résidence, il est presque certain qu'ils vont tenter une évaluation médicale express. Ils cherchent un papier signé qui déclare votre mère incapable de décider par elle-même. Avec ce document, le pouvoir que vous avez trouvé devient presque impossible à arrêter. Ils sont en train de monter la cage légale. Vous devez arriver avant que quelqu'un ne signe cette évaluation. Vous comprenez? Avant la signature. Je vais y arriver, dit Diego. Je vais y arriver. Et une chose de plus, j'ai enquêté sur ce que vous m'avez demandé. Cette femme ne s'appelle pas Renata Valois. Ce nom n'existe dans aucun registre réel. Je suis sur le point de découvrir qui elle est vraiment, et elle n'est pas seule. Ce Rodolphe Salignac est lié à elle dans une autre affaire il y a des années. Donnez-moi un peu plus de temps, et je vous remets tout. Je n'ai pas le temps, maître. Mais vous, continuez. Ne la lâchez pas. Il raccrocha juste au moment où le panneau apparut sur le bord de la route. Résidence Les Lilas, maison de repos. Un bâtiment ancien entouré de grands arbres, beau de l'extérieur et silencieux d'une manière qui donnait la chair de poule. Diego freina brusquement devant l'entrée, descendit en courant, Antoinette et Martine derrière. À la réception, une employée au regard aimable tenta de l'arrêter. « Monsieur, vous devez vous annoncer. Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Ma mère est ici. On l'a emmenée contre sa volonté. Elle s'appelle Émilie Montaigne. Où est-elle » La femme, qui se présentait comme Consuelo, hésita. Elle regarda de côté et d'autre. Elle baissa la voix. La dame qui est arrivée il y a un moment. Celle aux cheveux blancs, celle qui pleurait. Diego hocha la tête, le cœur serré. Elle est dans la salle de gauche avec une licenciée et 2 autres personnes. Monsieur, cette pauvre vieille dame ne voulait pas être ici. Elle a supplié la femme qui l'a amenée de la laisser retourner chez elle. Cela ne m'a pas semblé correct du tout. Allez-y vite. Diego courut dans le couloir, poussa la porte de la salle, et ce qu'il vit l'arrêta net. Sa mère était assise sur une chaise, recroquevillée, les mains tremblantes, serrant son sac contre sa poitrine comme un bouclier. Devant elle, sur une table, il y avait des documents et une plume. Renata se tenait à ses côtés, une main posée sur l'épaule de la vieille dame dans un geste qui simulait l'affection, mais qui la clouait à la chaise. Rodolphe surveillait près de la fenêtre, et une femme au geste sévère avec une chemise ouverte, une certaine maître Béatrice Alix tenait la plume qu'elle était sur le point de remettre à Madame Émilie. « Signez simplement ici, madame, et tout sera plus facile pour vous, » disait la licenciée. « C'est pour votre bien-être. Ne signe rien, maman. » La voix de Diego tonna dans la salle. Madame Émilie leva la tête et en voyant son fils sur le seuil, son visage fatigué se transforma. Elle laissa échapper un sanglot qui était moitié peur, moitié soulagement infini. « Mon fils, tu es venu. Je savais que tu viendrais. Diego. » Renata se retourna et, pendant une fraction de seconde, la surprise décomposa son visage. Puis le masque revint. « Mon amour, Dieu merci, tu es arrivé. Ta mère a fait une crise. Je l'ai amenée pour que les spécialistes la voient. Elle va très mal dans sa tête. Elle dit des choses terribles. Lâche-la. » Diego traversa la salle en 3 pas et écarta la main de Renata de l'épaule de sa mère. « Lâche-la tout de suite. » Il aida la vieille dame à se lever. Madame Émilie s'accrocha à lui avec toutes les forces qui lui restaient, tremblante comme une feuille, et enfouit son visage dans sa poitrine. « Ils m'ont emmené de la maison, mon fils, » pleurait-elle. « Ils m'ont dit que si je ne signais pas, je ne te reverrais plus jamais, que tu ne m'aimais plus, que tu allais me laisser ici pour toujours. C'est un mensonge, maman. Tout est un mensonge. » Diego lui embrassa le front, les yeux ardents. « Personne ne te séparera de moi. Jamais. » Et alors il se produisit quelque chose qui brisa tous les présents. Martine, qui était entrée derrière en courant avec ses petites jambes, lâcha la main de sa mère, traversa la salle et serra Madame Émilie par la taille, cachant son visage dans sa jupe. « Ne pleurez pas, grand-mère, » dit la fillette de sa petite voix brisée. « J'ai dit à monsieur que vous étiez gentille et il est venu. Personne ne vous fera plus pleurer. » La vieille dame, en larmes, caressa les cheveux de la petite qui l'avait défendue sans la connaître. Cet enfant étrange qui avait eu plus de courage que quiconque. Et dans cette étreinte, celle de la vieille dame dépouillée et celle de la fillette humble, il y avait plus de vérité que dans tous les documents du monde. Maître Béatrice ferma sa chemise brusquement, mal à l'aise. Consuelo, l'employé, observait depuis la porte, les larmes aux yeux. Renata comprit qu'elle avait perdu cette bataille et son visage, ce visage qui pendant des années avait simulé la douceur, se transforma complètement. Le masque tomba entièrement devant tout le monde. « Très bien, » dit-elle d'une froideur qui glaça la salle. « Très émouvant. Le grand entrepreneur et sa nouvelle famille de pauvres. » Elle se tourna vers Diego avec un sourire qui n'avait plus rien de beau. « Crois-tu vraiment que tu as gagné quelque chose aujourd'hui ? De quoi vas-tu m'accuser, mon amour ? Avec le compte d'une fillette,
avec la mémoire d'une vieille dame qui vient de dire qu'elle croyait que tu ne l'aimais plus. Tu n'as absolument rien contre moi. Rien. J'ai plus que tu ne le crois, répondit Diego. Pendant un instant, quelque chose traversa le regard de Renata, mais elle laissa aussitôt échapper un doux rire. Sérieusement, elle s'approcha de lui et lui parla doucement, juste pour lui, avec un venin qu'aucune caméra n'aurait capté. Réfléchis bien avant de jouer avec moi. J'ai toujours 3 coups d'avance. Toujours. Allons-y, Rodolphe. Et sans plus attendre, elle sortit de la salle la tête haute, suivie de Rodolphe et de la licenciée, qui ramassa ses papiers non signés et partit sans se retourner. Diego ne la poursuivit pas. Il la laissa partir. Il tenait dans ses bras la seule chose qui importait à ce moment-là, sa mère, en sécurité. Consuelo apporta de l'eau, une couverture, des mots aimables. Antoinette serra Martine dans ses bras, fière et terrifiée à la fois. Pendant quelques minutes, dans cette salle, il y eut la paix. Une paix qui dura exactement jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux. Quand la voiture franchit le portail du château au crépuscule, Diego remarqua quelque chose d'étrange. La porte principale était entr'ouverte. Aucune lumière allumée, un silence différent, lourd. « Restez dans la voiture », dit-il, et il entra seul. Il parcourut le vestibule, le salon, tout semblait en ordre. Et pourtant, quelque chose criait que ce n'était pas le cas. Il monta à son bureau, le cœur lui battant contre les côtes. La porte qu'il avait fermée à clé était ouverte. Le tableau qui cachait le coffre-fort tordu, il courut vers lui. Le coffre était ouvert, vide. Les coupures de Madame Amélie, les lettres volées de sa mère, la photographie, les documents de la procuration, la demande d'internement, toutes les preuves qu'il avait réunies avec tant de soin, toutes celles qui allaient démasquer Renata devant le monde, avaient disparu. Alors il comprit, et un frisson lui parcourut tout le dos. Les lilas n'avaient jamais été l'objectif, c'était l'appât. Renata savait qu'il se doutait. Elle savait qu'il courait aveugle d'angoisse pour sauver sa mère. Et pendant que tout le château se vidait derrière cette poursuite, Rodolphe était revenu sur ses pas tranquillement, avec tout le temps du monde, pour emporter la seule chose qui pouvait la couler. J'ai toujours 3 coups d'avance. Diego s'effondra sur la chaise du bureau avec la boîte vide devant lui. Il avait récupéré sa mère, mais il avait perdu la vérité. Sans ces preuves, il n'était qu'un mari déçu accusant sa femme avec le conte d'une fillette et la mémoire d'une vieille dame effrayée. Exactement ce que Renata avait dit. Il était seul, encore une fois les mains vides. Ce fut alors qu'il entendit des pas timides à la porte. Il se retourna. C'était Camille. Elle tenait quelque chose serré contre sa poitrine, enveloppé dans un chiffon, et sur son visage il y avait un mélange de peur et de détermination qu'il ne lui avait jamais vu. « Monsieur », murmura-t-elle en fermant la porte derrière elle, « je savais qu'un jour cela arriverait, qu'elle effacerait toute trace. C'est pourquoi, depuis longtemps, je gardais quelque chose sans le dire à personne, pas même à mon ombre. » Elle découvrit le chiffon lentement, et ce que Diego vit à l'intérieur lui rendit le souffle d'un coup. Camille acheva de découvrir le chiffon de doigts tremblants. À l'intérieur, il y avait un petit enregistreur vocal usé et un carnet aux couvertures cornées. Diego les regarda sans tout à fait comprendre. « Depuis que j'ai commencé à me méfier de madame, monsieur, je notais tout, » dit Camille, la voix à peine audible. Les jours où madame Émilie pleurait, les visites de monsieur Rodolphe quand vous n'étiez pas là, les choses étranges que j'entendais dans les couloirs. Je ne connais pas les lois ni les affaires, mais je sais écouter. Et cette petite chose, elle leva l'enregistreur, je l'ai laissé allumer plus d'une fois dans le petit bureau, caché derrière les livres quand ils se réunissaient. Diego prit l'enregistreur comme on reçoit un trésor. « Camille, sais-tu ce que cela signifie ? Cela signifie que je peux perdre mon travail, ou pire. » Elle déglutit. « Mais madame Émilie me donnait des bonbons en cachette quand j'étais la nouvelle, et que la cuisinière me traitait mal. Je ne l'ai jamais oublié. Elle a été gentille avec moi quand personne d'autre ne l'était. Je ne pouvais pas rester silencieuse pendant qu'il l'emmenait mourir seul dans cet endroit. Plus maintenant. » Diego sentit sa gorge se serrer. Cette femme qui, pendant des années, avait baissé la tête par peur de se retrouver à la rue, venait de tout risquer pour une vieille dame qui lui avait un jour offert un peu de gentillesse. « Tu ne perdras rien, Camille, je te le jure. » Il lui posa une main sur l'épaule. « Au contraire, tu viens de sauver cette famille. » Il posa l'enregistreur sur le bureau et appuya sur le bouton. Au début, on n'entendit que du bruit blanc, puis des voix. Celle de Renata, nette, froide, très différente de la voix douce qu'elle utilisait devant lui, et celle de Rodolphe. Il parlait de la vieille Amélie, de la façon dont cela s'était passé sans encombre. Il parlait de la procuration manquante à signer, des lilas. Et alors la voix de Renata prononça la phrase qui changea tout. « Quand la vieille sera enfermée et le pouvoir signé, toi et moi disparaîtrons comme avec la Dubois. Un autre nom, une autre ville, une autre famille avec de l'argent, il y en a toujours une. » Diego arrêta l'enregistrement. Sa mâchoire était serrée et ses yeux humides
Mais pour la première fois depuis des jours, non pas de tristesse, de rage, d'une détermination qui lui venait du plus profond de lui. Il n'était plus les mains vides. Renata lui avait volé les papiers du coffre, se croyant 3 coups d'avance. Mais elle n'avait pas compté sur le fait que la personne la plus invisible de ce château, la jeune fille qu'il ne regardait même pas dans les yeux, gardait la vérité depuis longtemps dans une petite boîte en métal. « Camille, » dit Diego en se levant, « j'ai besoin que tu me fasses confiance une dernière fois, et j'ai besoin que tu fasses exactement ce que je vais te demander. » Cette même nuit, Diego appela maître Théodore Rivière et lui fit écouter l'enregistrement par téléphone. De l'autre côté, il y eut un long silence, puis la voix du vieil avocat, grave, presque solennelle. « Avec cela, monsieur Diego, tout change. J'ai aussi la véritable identité de cette femme. Je l'ai suivie sur 3 noms différents et 3 villes. Elle et Salignac travaillent ensemble depuis des années. Ils cherchent des familles avec un patrimoine et peu d'héritiers et les vidant de l'intérieur. Votre mère allait être la suivante, mais maintenant nous les tenons. J'ai besoin que vous la fassiez dire cela à nouveau devant des témoins, devant qui de droit, une négligence, une confession, et cela se termine pour toujours. »« Je sais comment, » répondit Diego. « Je vais lui donner exactement ce qu'elle veut. » Au lever du jour, la plus importante performance de sa vie commença. Diego descendit déjeuner, le visage défait, les épaules tombantes, le regard baissé. Renata était déjà à table, radieuse, victorieuse, remuant son café avec le calme de celle qui croit avoir déjà gagné. « Bonjour, mon amour, » chanta-t-elle. « Tu as l'air fatigué. »« Je n'ai pas dormi. » Diego s'effondra sur la chaise. « Renata, nous devons parler et j'ai besoin que tu m'écoutes sans m'interrompre. » Elle haussa un sourcil, amusée. « Je t'écoute. Je suis épuisé, » dit-il en se frottant le visage. « De me battre, de me méfier, de cette guerre à l'intérieur de ma propre maison. J'ai beaucoup réfléchi hier soir. Ma mère est âgée. Elle dit des choses. Elle se confond. Tu l'as vu. Et ces gens de la femme de ménage m'ont mis des idées étranges dans la tête. Peut être que tu avais raison depuis le début. Peut être que le mieux pour tout le monde est de simplifier les choses. » Renata posa la tasse sur l'assiette très lentement. Ses yeux brillèrent. « Que veux-tu dire, Diego ? » »« Que je suis prêt à signer. » Il sortit de sa poche une copie du document de la procuration, celle que Rodolphe n'avait pas pu emporter, car elle se trouvait dans la mallette de sa voiture. « Je veux la paix, Renata. Je veux retrouver la famille tranquille que nous avions. Je signe la procuration. Nous laissons un endroit approprié s'occuper de ma mère. Nous renvoyons cette femme et sa fille et tout redevient normal. Toi et moi comme avant. » Pendant un instant, quelque chose traversa le regard de Renata. Doute, calcul, l'ombre de celle qui soupçonne tout depuis des années. Mais la cupidité, cette vieille compagne, l'emporta sur la prudence. « Je savais que tu allais te raisonner, » dit-elle, et un lent sourire lui courba les lèvres. « Tu as toujours été un homme intelligent. Signons cela cet après-midi même. Alors j'appellerai Rodolphe pour qu'il amène quelqu'un pour certifier le document. » « Parfait. » Diego se leva et lui embrassa le front, retenant le frisson. « Cet après-midi dans le salon. Que tout le monde vienne. Je veux que ce soit officiel. »« Que tout le monde vienne !» répéta-t-elle, enchantée par l'idée de sa propre victoire. Et ainsi, sans le savoir, Renata accepta de réunir tous les témoins nécessaires. Le soir tomba, le salon principal se remplit. Il y avait les employés convoqués pour assister à un accord familial. Il y avait Rodolphe Salignac, sûr de lui, avec un homme à l'air notarial à ses côtés. Il y avait Antoinette, pâle, ne comprenant pas pourquoi Diego lui avait demandé de rester, tenant la main de Martine. Il y avait Madame Émilie dans son fauteuil, tremblante, regardant son fils avec des yeux suppliants, ne comprenant pas pourquoi il semblait s'être rendu. Et il y avait Renata au centre de tout, maîtresse du moment, avec le document et la plume prêts sur la table. « Bien », dit-elle en promenant son regard dans le salon, avec une satisfaction à peine dissimulée. « Mon époux a enfin compris ce qui est le mieux pour cette famille. Il va signer la procuration qui met le bien, être de tous entre des mains responsables. Et au passage, nous allons régler l'affaire de Madame Fournier qui nous a fait tant de mal. » Diego s'approcha de la table, prit la plume, la tint au-dessus du papier. Tout le salon retint son souffle. Madame Émilie ferma les yeux et une larme roula sur sa joue. Antoinette serra Martine contre elle. Camille, près du mur, respirait à peine. Et alors Diego laissa la plume sur la table sans signer. « Avant de signer, dit-il avec un calme nouveau, puissant, « je veux que tous les présents écoutent quelque chose pour que cet accord soit, comme le dit ma femme, juste pour tous. » Il sortit l'enregistreur de sa poche. Renata resta très calme. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Et pour la première fois, sa voix perdit son tranchant doux. « Juste une conversation. » Diego appuya sur le bouton et la voix de Renata emplit le salon. Sa propre voix, parlant de la vieille Amélie, de la procuration,
de disparaître sous un autre nom de la prochaine famille riche, il y en a toujours une. Le silence qui suivit fut dévastateur. Les employés se regardèrent, horrifiés. L'homme que Rodolphe avait amené pour certifier recula d'un pas, transpirant. Madame Émilie ouvrit les yeux brusquement, comprenant. Et Antoinette porta une main à sa bouche tandis que les larmes coulaient sur son visage. C'était la confirmation par la voix de la coupable elle-même de tout ce qui avait détruit sa vie des années auparavant. « Éteins ça !» dit Renata, la voix tremblante de fureur. « Éteins ça tout de suite. C'est manipulé. C'est un montage. » « Un montage ?» Diego fit un pas vers elle. « C'est ta voix, Renata, ou comment que tu t'appelles vraiment, car il se trouve que Renata Valois n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Tu l'as inventée comme tu as inventé la dame de compagnie de Madame Amélie Dubois, comme tu allais inventer la prochaine. » Rodolphe tenta de s'éclipser vers la porte. Il la trouva bloquée. Maître Théodore Rivière venait d'entrer accompagné de 2 personnes à l'air sérieux et au visage officiel. « À votre place, je ne ferai pas un pas de plus, monsieur Salignac, » dit l'avocat avec un calme glacial. « Nous vous attendions. » Renata se tourna vers la porte, vers la fenêtre, cherchant une issue qui n'existait plus. Son visage, ce visage parfait qui en avait trompé tant, se décomposa complètement. Le masque non seulement tomba, il se brisa en morceaux devant tout le monde. « Vous n'avez rien !» cria-t-elle en reculant. « Un enregistrement ne prouve rien. Je suis l'épouse de cet homme, la maîtresse de ce château, et vous êtes une bande de domestiques affamés et une vieille qui a perdu la raison. » Et ce fut alors qu'une petite voix, mais ferme, s'éleva au milieu du salon. « Je n'ai rien perdu, » dit Martine en faisant un petit pas en avant, regardant Renata sans peur. « Je vous ai vu, et maintenant tout le monde vous a vu vraiment. » Renata la regarda et pendant un instant elle ne sut quoi répondre. La fillette qu'elle avait voulu mettre à la rue, la fille de la femme qu'elle avait ruinée des années auparavant, venait de dire tout haut ce que tout le salon comprenait enfin. La femme qui avait toujours 3 coups d'avance s'était enfin retrouvée 3 coups en arrière. Madame Émilie se leva de son fauteuil lentement, avec une dignité qu'on lui avait volée depuis longtemps. Elle marcha jusqu'à se retrouver devant sa belle-fille, et d'une voix sereine de celle qui récupère sa maison et sa vie, elle dit « Sors d'ici. Cela a toujours été ma maison et aucun mensonge. Aussi beau soit-il, n'y vivra jamais plus. » Maître Rivière fit un pas en avant avec une chemise à la main. « Madame, ou quel que soit votre nom, vous devrez nous accompagner. Vous et Monsieur Salignac avez beaucoup à répondre pour Madame Amélie, pour cette famille et pour toutes celles qui vous ont précédé. » Renata regarda Diego une dernière fois. Il n'y avait plus de venin dans ses yeux, seulement le froid désarroi de celle qui, pour la première fois de sa vie de masque, n'avait plus un pas à faire. Et tandis qu'on l'emmenait du salon avec Rodolphe, Diego sentit qu'un poids immense se levait de ce château. Il chercha du regard sa mère, Antoinette, Martine, Camille, ceux qui avaient été invisibles, ceux qui avaient eu le courage que l'argent n'achète pas. Il s'agenouilla devant Martine et lui tendit le petit doigt. « J'ai tenu ma promesse, » dit-il, les yeux brillants. « Grand-mère ne pleurera plus jamais. » La fillette accrocha son petit doigt au sien et sourit. Et pour la première fois depuis longtemps, dans ce salon où régnait la peur, on respira quelque chose qui ressemblait à la paix. Mais dehors, dans l'enveloppe que Maître Rivière portait sous son bras, il y avait encore une dernière vérité attendant de voir le jour. Une que même Diego ne connaissait pas, une qui allait tout changer. Le salon gardait encore l'écho de tout ce qui venait de se produire lorsque Maître Théodore Rivière s'approcha de Diego avec cette enveloppe sous le bras. « Monsieur Diego, » dit l'avocat à voix basse, « il y a quelque chose que j'ai découvert en suivant la trace de cette femme et je crois que cette famille mérite de le savoir aujourd'hui avant tout le monde. » Diego demanda qu'on apporte une chaise pour sa mère et qu'Antoinette s'approche avec la fillette. Camille resta près de la porte sans oser partir, tremblante encore de ce qu'elle avait fait. Le vieil homme ouvrit l'enveloppe de main précautionneuse et étendit sur la table des documents jaunis protégés dans des pochettes plastiques. « Quand j'ai enquêté sur l'affaire de Madame Amélie Dubois, j'ai trouvé ceci archivé, oublié de tous, » expliqua-t-il. « C'est le véritable testament de Madame Amélie, l'authentique, celui que cette femme a caché pour le remplacer par un faux et s'approprier tout. » Antoinette porta une main à sa poitrine. « Le testament de Madame Amélie ? Oui. » Théodore la regarda avec une tendresse qui adoucit son visage sévère. « Et vous, Madame Fournier, vous devriez écouter ce qu'elle a laissé écrit, car dans ses dernières volontés véritables, Madame Amélie n'a oublié personne, encore moins vous. » L'avocat déplia une feuille écrite à la main d'une écriture tremblante de vieille dame et lut lentement. « À Antoinette, qui m'a soigné comme une fille et m'a accompagné quand le monde a commencé à s'éteindre autour de moi, je laisse de quoi subvenir aux besoins de sa famille pour qu'elle ne connaisse plus jamais le besoin, que son époux guérisse, que sa fille étudie, qu'un toit ne leur manque jamais. Elle m'a rendu ma dignité quand d'autres ne voyaient qu'une vieille femme avec de l'argent. Que Dieu me pardonne si je n'ai pas pu le lui dire de mon vivant.
Tout le salon resta silencieux. Antoinette se couvrit le visage de ses mains et se mit à pleurer. Un sanglot profond de plusieurs années. Un sanglot qui portait avec lui tout ce qu'elle avait eu, car cet héritage avait toujours existé. L'argent pour soigner son époux avait été là, l'attendant pendant qu'elle le voyait s'éteindre sans pouvoir rien faire. Renata ne lui avait pas seulement volé un emploi, elle lui avait volé l'espoir, la santé de son compagnon, l'avenir entier de sa petite fille, et elle l'avait fait avec un sourire. Elle le savait, murmura Antoinette en larmes. Madame Amélie m'aimait, elle m'aimait vraiment. Et j'ai pensé toutes ces années qu'elle m'avait oublié, que je ne valais rien pour personne. Diego s'approcha et lui posa une main sur l'épaule. Tu valais tout, Antoinette. Tu as toujours tout valu. Et cet héritage est toujours le tien. La loi le rendra à qui il appartient. Madame Amélie accomplira sa dernière volonté, même si cela a pris des années à arriver. Martine, qui ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait, tira sur la jupe de sa mère. « Maman, pourquoi tu pleures? C'est des larmes tristes ou des belles larmes ?» Antoinette la souleva dans ses bras et la serra contre sa poitrine. « Des belles, mon amour, des plus belles de toutes. » Les jours qui suivirent apportèrent un calme que cette maison avait oublié depuis longtemps. La femme qui se faisait appeler Renata et Rodolphe Salignac durent rendre des comptes à la justice pour tout. Pour Madame Amélie, pour les tromperies, pour les familles qu'ils avaient vidées ville après ville, nom après nom. Maître Rivière s'assura que chaque faux document fut mis en lumière, que chaque victime précédente ait enfin une réponse. Le masque qui en avait trompé tant fut enfin rangé là où il ne pouvait plus faire de mal à personne. Mais ce qui a vraiment transformé ce château, ce n'est pas la justice, c'est ce qui est venu après. Des semaines plus tard, la maison se remplit à nouveau de voix. Madame Émilie récupéra chacune des lettres que Renata lui avait cachées dans cette boîte en métal. Et un après-midi, avec l'aide de Camille, elle y répondit toutes une par une. Peu après, ses vieilles amies commencèrent à sonner à la porte à nouveau. Le salon, où régnait autrefois la peur, se remplit de tasses de café, de rires de dames, de conversations qui s'étiraient jusqu'au soir. Le portrait de Monsieur Émilien retrouva sa place d'honneur sur la cheminée, et la vieille dame n'avait plus à regarder en haut d'une armoire pour parler à son époux. Elle l'avait devant elle, lui souriant tous les jours. « Sais-tu ce qui est le plus étrange, mon fils ?» lui dit-elle un matin à Diego pendant qu'elle arrosait les plantes du jardin. « Qu'il ait fallu qu'une fillette que je ne connaissais même pas me rappelle que j'en valais encore la peine. Parfois les anges n'ont pas d'ailes, parfois ils n'ont que de petites mains et l'habitude de dire la vérité. » À Camille, Diego ne se contenta pas de la remercier. Il lui offrit de s'occuper de l'administration de tout le château avec un salaire digne et s'assura que ses 3 frères et sœurs aient le nécessaire pour étudier. La jeune fille, qui pendant des années avait baissé la tête par peur de se retrouver à la rue, apprit enfin à marcher la tête haute. « Vous avez été la plus courageuse de tous, Camille, » lui dit Diego un jour. « Les autres, nous avons vu, et nous nous sommes tus. Vous avez vu, vous vous êtes tus par peur, mais vous avez gardé la vérité jusqu'au jour où elle a été nécessaire. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est attendre le bon moment pour être libre. » Et il y avait Antoinette. L'héritage de Madame Amélie lui fut rendu intégralement, jusqu'au dernier centime qui lui revenait. Mais Antoinette n'acheta pas de luxe, ni ne disparut de ce château. Elle fit quelque chose qui laissa tout le monde sans voix. Un après-midi, elle s'assit devant Diego et Madame Émilie, Martine jouant à leurs pieds, et leur raconta ce qu'elle portait dans son cœur. « Mon époux s'appelait Maurice, dit-elle. Il était ébéniste, un homme bon qui rêvait d'ouvrir un atelier où les jeunes sans métier apprendraient à travailler le bois pour ne jamais manquer de pain. Il n'a jamais pu. La maladie l'a emporté d'abord. Elle respira profondément. Avec ce que Madame Amélie m'a laissé, je veux réaliser son rêve et je veux réaliser le sien aussi. Je veux ouvrir une maison pour les dames âgées qui se sont retrouvées seules. Un endroit où aucune vieille dame ne s'éteindra plus jamais, croyant que personne ne se soucie d'elles, où personne ne les cachera, ni ne les fera taire, ni ne les oubliera. Madame Émilie prit les mains d'Antoinette entre les siennes, les yeux remplis de larmes. « Ma fille, » murmura-t-elle, « cette maison sauvera de nombreuses vies et portera le nom de 2 bonnes personnes. » C'est ainsi que naquit plus tard un foyer simple et lumineux à la périphérie de la ville, avec un grand jardin et un atelier d'ébénisterie au fond. À l'entrée, une plaque en bois sculptée à la main portait gravé 2 noms, celui de Madame Amélie Dubois, la femme qui n'a pas oublié, et celui de Maurice, l'ébéniste qui rêvait d'enseigner. Diego mit sa fortune au service du projet, mais il veilla à ce que le cœur de ce lieu fût toujours celui d'Antoinette, car il avait enfin appris qu'il y a des choses que l'argent peut construire, mais que seul l'amour peut soutenir. Martine grandit dans cette maison entre les rires de grand-mère qui l'adorait, les copeaux de bois et les fleurs du jardin. Madame Émilie devint sa vraie grand-mère, celle qui lui racontait des histoires avant de dormir et lui cachait des bonbons en cachette,
comme elle l'avait fait autrefois avec Camille. Et Diego, l'homme qui fut autrefois si occupé qu'il cessa de regarder les siens, apprit à rentrer tôt à la maison, à s'asseoir dans le jardin, à écouter. Un soir, alors que les pluies de la nouvelle année commençaient à peine à tomber doucement sur le jardin, Diego trouva Martine assise sur le bord de la même fontaine en pierre où il l'avait jadis consolée. La fillette regardait l'eau pensive. Il s'assit à ses côtés. « À quoi penses-tu, courageuse? Que la dame méchante était si jolie ?» dit Martine avec cette logique simple des petits. « Et les personnes jolies à l'extérieur ne sont pas toujours bonnes à l'intérieur, n'est-ce pas, monsieur ?» Diego sourit, la poitrine pleine. « C'est vrai, et c'est pourquoi il faut des gens comme toi. Des gens qui regardent avec le cœur et non avec les yeux. Des gens qui n'ont pas encore appris à mentir. » Il lui ébouriffa les cheveux. « Ne laisse jamais personne te l'apprendre. Tu me le promets ?» Martine lui tendit le petit doigt. Promesse de petit doigt. Il accrocha le sien et dans ce petit geste, humble, se renfermait toute la leçon qui avait changé sa vie entière, que la vérité la plus puissante du monde ne s'achète ni ne s'hérite, mais qu'elle vit, pure et sans peur dans le cœur de celui qui ose encore la dire tout haut. L'eau de la fontaine refléta le ciel s'ouvrant après la pluie. Et dans cette maison qui un jour fut pleine de peur et qui débordait maintenant de vie, une vieille dame secourue, une mère qui retrouva sa dignité, une jeune fille qui apprit à être libre, et une enfant qui n'a jamais cessé de dire la vérité démontrèrent pour toujours que la bonté peut tarder à arriver, mais jamais, jamais, elle n'arrive trop tard.